littérature étrangère. Donc il y avait l'impression que des livres français. En réalité, je me rends compte que non, j'ai pas mal de littérature étrangère. Donc je voudrais vous lire un des plus beaux livres que j'ai lus ces dernières années. C'est un livre, c'est un tout petit livre qui n'est pas épais. C'est une lettre. C'est une lettre qu'écrit un très vieux monsieur à la femme qu'il a aimée. Ça s'appelle La lettre à Helga. C'est écrit par Bergsvein Birginson. Voilà, c'est chez Zulma. Donc là, c'est le format poche, mais qui est quand même très joli. C'était sorti dans un autre format poche aussi. Mais là, c'est quand même une jolie édition. Donc c'est un roman qui est traduit de l'islandais par Catherine. Alors là, je vais aussi mettre mes lunettes parce que Eyjolfsson. Voilà, donc je vais vous lire une partie. Donc ça commence par un petit poème. C'était par un clair matin, il y a de cela bien longtemps. Ils suivaient tous deux le chemin face au soleil levant et la main dans la main. Face au soleil levant, chacun songeant à sa propre route. Ils suivent maintenant chacun sa voie en se tenant par la main par ce clair matin. Voilà. C'est de Stéphane Ordur Grimson. Et c'est issu de E, qui a été écrit en 1989. À Kolkustadir, le 29 août 1997. Chère Helga, certains meurent de causes extérieures, d'autres meurent parce que la mort depuis longtemps soudée à leurs veines travaille en eux de l'intérieur. Tous meurent, chacun à sa façon. Certains tombent par terre au milieu d'une phrase, d'autres s'en vont paisiblement dans un songe. Est-ce que le rêve s'éteint alors, comme l'écran à la fin du film ? Ou est-ce que le rêve change simplement d'aspect, acquérant une autre clarté et des couleurs nouvelles ? Et celui qui rêve, s'en aperçoit-il tant soit peu ? Ma chère Unnur est morte. Elle est morte en rêvant, une nuit où il n'y avait personne. Bénie soit sa mémoire. Pour ma part, la carcasse tient encore le coup, à part la raideur des épaules et des genoux. La vieillesse fait son œuvre. Il y a bien sûr des moments où l'on regarde ses pantoufles en pensant qu'un jour elles seront encore là, tandis qu'on n'y sera plus pour les enfiler. Mais quand ce jour viendra, qu'il soit le bienvenu, comme dit le psaume. C'est comme ça, ma belle. Bien assez de vie a coulé dans ma poitrine, et j'ai eu l'occasion d'y goûter, à la vie. Ah, je suis devenu un vieillard impossible qui prend plaisir à raviver de vieilles plaies. Mais on a tous une porte de sortie, et nous aspirons tous à lâcher notre moi intérieur au grand air. Mon issue de secours à moi, c'est la vieille porte de la bergerie de feu mon père, celle que le soleil traverse par les fentes, en longs et fins rayons entre ses planches disjointes. Si la vie est quelque part, ce doit être dans les fentes. Et ma porte à moi est désormais tellement faussée, branlante et déglinguée, qu'elle ne sépare plus vraiment l'intérieur de l'extérieur. Devrais-je mettre au crédit du charpentier ce travail bâclé ? Car toutes ces lézardes, ces interstices, laissent passer le soleil et la vie. Bientôt, ma belle, j'embarquerai pour le long voyage qui nous attend tous. Et c'est bien connu qu'on essaie d'alléger son fardeau avant de se mettre en route pour une telle expédition. Assurément, j'arrive après la soupe en t'écrivant cette lettre maintenant que nous sommes tous plus ou moins morts ou séniles, mais je m'en vais la griffonner quand même. Si tu vois cela d'un mauvais œil, tu n'auras qu'à jeter ce gribouillis. Mes paroles partent d'un bon sentiment. Je ne t'ai jamais voulu que du bien, tu le sais, ma chère Helga. Algi Grumur est mort à la fin de l'hiver. La dernière année, il ne pouvait plus avaler à cause du cancer. On n'arrivait pas à faire entrer quoi que ce soit dans ce grand corps qu'il avait. Il a dépéri entre leurs mains à l'hôpital. Quand je suis allée lui rendre visite en février, c'était triste à voir. Il n'avait plus que la peau sur les os. Béni soit sa mémoire. Béni soit en bloc tout ce qui s'efforce et s'est efforcé d'exister. Mon neveu Martin est venu me chercher à la maison de retraite. Je vais passer le plus clair de l'été dans une chambre avec vue plongeante sur la ferme que vous habitiez jadis, Algrimur et toi. Je laisse mon esprit vagabonder alentour, sur ces mêmes collines qui sentaient bon le soleil il y a si longtemps.
C'est à peu près tout ce que je puis faire à l'heure qu'il est. L'agonie du Nur a duré 5 ans, dont 4 et demi avec la ferme volonté de mourir. Je sors de cette période mal en point à bien des égards. Qui comprendra jamais quelle mouche l'a piqué? C'est comme si tout ce qu'il y avait de bien dans sa manière d'être s'était peu à peu mué en récrimination à propos de choses insignifiantes. Si je renversais du jus de fruits ou heurtais un vase de fleurs en m'occupant d'elles dans la chambre, voilà que j'avais toujours été un foutu empoté, incapable de faire la moindre corvée. Était-ce la dureté sous-jacente de son caractère, celle que j'avais soupçonnée, qui faisait finalement surface? Elle cessa de se lever et refusait de se nourrir. Au bord de l'inanition, elle s'abandonnait à un mal invisible. La vieille âme que je lui connaissais s'était détériorée, oui. Son âme la quitta. Elle devint revêche et blessante, quels que fussent les soins qu'on lui prodiguait. Elle devint tout simplement une grabataire, grièvement atteinte en plus. On ne peut juger un malade comme on le ferait d'un bien portant. Je voyais le bleu de ses yeux s'assombrir et noircir dans le ciel au-dessus des montagnes. Au point où elle en était, j'éprouvais la nécessité de lui tenir compagnie. Elle paraissait fâchée de sa situation, fâchée d'avoir été lancée dans cette existence pour commencer et fâchée de la façon dont sa vie s'était écoulée. Tout ce que je récoltais pour ma peine, c'était d'être traitée de vrai salaud pour l'avoir menée en bateau toute sa vie. Je ne l'avais jamais aimée, disait-elle, comme ça, froidement, et elle détournait les yeux. Je lui ai pourtant témoigné toute la sollicitude dont j'étais capable. Je lui achetais des revues et des boîtes de chocolat. J'ai sorti des photos de nous faisant les foins à Grundir, des photos de la vieille ferme, des tréteaux de séchage fléchissant sous le poids des limpes et du poisson suspendu, du ramassage du duvet d'Eder et des petits macareux sur les îlots, moi en train de racler une peau de phoque ou de réparer la barque dans le hangar, une hure sur le tracteur avec le lait dans le compartiment à l'arrière, bref, de tout le soleil qu'il m'a été donné de photographier dans cette vie avec mon vieux Polaroid. On t'apercevait sur une photo. Elle datait d'avant la naissance de Hulda, et nous fauchions le pré de compagnie. Elle a pointé le doigt sur toi et a dit « C'est elle que tu aurais dû prendre, et pas une brebis stérile comme moi. C'est elle que tu as toujours voulu, pas moi. » Elle a repoussé l'album. Elle fixait le pied du lit de ses yeux vides. Cela m'a fait mal au cœur pour elle. J'ai senti que j'aimais cette pauvre moribonde, cette femme agonisante, qui n'avait pour ainsi dire personne au monde. Il m'a paru que j'avais eu raison de croupir dans mon coin avec elle pendant toutes ces années. Sinon, qui se serait occupé d'elle? Des larmes ont coulé le long de ses joues comme de toutes petites vagues de chagrin. À l'extérieur de la maison de retraite, c'était le soir, la circulation avait presque cessé. La lueur des réverbères entrait dans la chambre et faisait luire ses joues mouillées de larmes. Et puis elle est morte, au milieu de la nuit, dans un rêve. Le vieux spectre que je croyais depuis longtemps exorcisé s'est réveillé en une hure. Cette chimère élaborée naguère par les gens de la commune, par pure saloperie. Oui, voilà-t-il pas que ressurgir en elle le complexe de l'héroïne de saga, cette maudite tare islandaise qui consiste à ne jamais pouvoir se débarrasser du passé ni à pardonner quoi que ce soit. À la maison de retraite, j'étais maintenant devenu le maquereau, le faux jeton et l'infidélité en chair et en os. Elle s'est mise à décrire pour moi, dans les moindres détails, la jouissance que j'étais censée avoir tirée de toi à chaque expédition de rassemblement des moutons. Ça m'a fichu un coup. Une chance qu'il n'ait pas été nombreux à l'entendre quand elle s'est mise à hurler que je t'avais prise par derrière en pétrissant tes seins lourds avec concupiscence et forniquer avec de telles secousses que ça faisait claquer tes fesses. C'étaient ces mots, tes seins lourds. Ses cris s'achevaient par des pleurs où elle s'accusait d'être une brebis stérile, bonne à mettre au rencard. Et même quand elle me traitait de feignant, qui n'avait jamais réussi à faire ses preuves d'éleveur ni de fermier, alors que tu sais bien, Helga, que je ne me suis jamais tourné les pouces, sauf la semaine où une pneumonie m'a cloué au lit. Eh bien,
Ça faisait moins mal que ces accusations qui ont remis du sel sur la plaie, ouverte il y a si longtemps par la rumeur publique. Quel a été l'incident qui, sans avoir jamais eu lieu, a pu susciter la médisance et entraîner des conséquences aussi mauvaises, non, bien pire, que s'il s'était vraiment produit? Peut-on tracer la ligne entre ce qui s'est véritablement passé et ce qui se serait passé selon les colporteurs de ragots traînant dans les cuisines, mis en verve à grand renfort de café et d'insinuations? Qu'est-ce qui n'a nullement eu lieu en ce jour de la Saint-Lambert 1939, tout en se produisant malgré tout dans l'esprit des mauvaises langues? Était-ce après que les autres eurent dépassé le vallon de Orxdalur pour disparaître derrière la colline de Fram que j'aurais descendu tout doucement la pente afin de te rejoindre dans le creux herbeux de Steinhugbarkar, et nous aurions marché ensemble et causé, évoquant la belle toison des moutons venus de la montagne cette année-là, la blancheur des agneaux, leur rondeur et leur belle petite tête? Et moi, contrôleur cantonal des réserves de fourrage, j'aurais exprimé ma conviction que les fermiers ne réduiraient pas leurs bêtes à la famine cette année-là, tant il y avait de foin. J'aurais alors évoqué la marque d'oreille de tes moutons, encoche à la pointe et cran opposé, et tu m'aurais demandé comment était la mienne déjà? Bout tranché à gauche, pointe encochée et cran à droite. C'est bien ça. Ensuite, nous aurions échangé quelques mots sur Bassi, le bélier reproducteur qu'on nous avait prêté à Fjorge, dans l'Est, commentant la largeur de son poitrail et la musculature de son échine. Après ces mots sur le bélier, le vertige glucosé du désir se serait propagé dans mes veines, et j'aurais effleuré les mèches de tes cheveux en les comparant à la neige qui vole sur les pentes de la montagne. Et toi, dans un rire, tu aurais dit « Bjarni, arrête !» Ensuite, je t'aurais embrassé. Des attouchements hâtifs auraient eu lieu avant que je ne baisse mon froc, tandis que tu relevais ton pull de grosse laine pour dénuder tes seins, et là, mes cuisses couleur d'aspirine se seraient mises à claquer contre toi, tandis que le courlis roucoulait dans l'air lourd du parfum de la bruyère, et nous deux, pauvres créatures, là, dans le creux, nous en aurions plus fait qu'une, l'espace d'un instant, jusqu'au dernier soupir de la montée de la sève, quand la gelée blanche aurait dégouliné sur la face interne de ta cuisse pour tomber sur quelques brins d'herbe sèche, seul témoin de l'embrasement qui nous avait saisis. Voilà ce qui se serait passé en tout et pour tout. Doit-on s'étonner que de telles choses arrivent? La nature tout entière ne fait-elle pas en sorte de favoriser ce genre de rencontres inopinées? Et les gens de cancaner comme il se doit dans les cuisines. Mais cela n'aurait eu aucune conséquence fâcheuse, car, tout penaud, je me serais empressé de demander humblement à ma chère Unure de pardonner ce faux pas, ce qui aurait sans doute été plus de son goût que l'attitude de défense hostile que j'adoptais face à tous les ennemis que je voyais, désireux de m'en faire baver en propageant des ragots. J'aurais même prétendument essayé de faire amende honorable en témoignant plus de tendresse à mon épouse, me rendant compte que cette vie terrestre ne pouvait se résumer à plaquer son ventre contre celui d'une autre, mais bien plutôt à témoigner de l'affection et de la sollicitude à ses proches. Toi et moi aurions soi-disant donné libre cours à notre désir une fois pour toutes, et puis basta. La page une fois tournée, je me serais mise à penser, à aspirer à autre chose. La vérité est que rien de tout cela n'arriva. Nous ne nous sommes pas retrouvés au creux d'un vallon comme l'imaginèrent ceux qui en ont répandu le bruit. Comme tu sais, le hasard a voulu que nous soyons redescendus bons derniers de l'expédition de recherche des bêtes et que nous nous soyons rencontrés au col qui domine le parc de tri des moutons. C'est pour cela que nous avons dévalé la pente ensemble. Il n'en a pas fallu davantage pour que l'idée germe dans l'esprit des gens avec tous les halètements et soupirs de jouissance qui s'ensuivent. Comment mettre le holà à l'imagination de celui ou celle qui nourrit de pareilles représentations? C'est ainsi que notre prétendu abandon à la passion torride se propagea comme une traînée de poudre jusqu'à ce que la rumeur atteigne ma propre maison. Je venais de rentrer, échappant au vent du nord glacial de ce printemps-là, et je me frottais les mains en pestant contre ce froid inhabituel au moment d'entrer dans la cuisine, où une Nure était penchée au-dessus de ses casseroles.
Va donc coucher avec elle pour te réchauffer. Elle t'attend sûrement en face, les jambes écartées. Je suis d'abord resté interdit en entendant cela. Puis j'ai explosé. J'ai flanqué une gifle à Unur en lui disant de faire gaffe à ses paroles. Elle a rougi. Puis elle s'est mise à pleurer, un vrai déluge, en se traitant de pauvresse stérile. Elle a dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi je la gardais, que je ferais mieux de la laisser partir, que c'était toi que j'aimais et pas elle. J'ai dit non. Elle a dit qu'il valait mieux que je divorce et que je te prenne pour femme à sa place. Qu'elle avait bien vu comment je te regardais, tandis qu'elle, je ne la regardais jamais comme ça. Que j'avais envie de toi. Et puis, elle a couru s'enfermer dans le placard. J'ai dit non et non, jamais de la vie. Elle a crié derrière les portes et pleuré avec des sanglots étranglés, comme si elle voulait les ravaler, ce qui les rendait encore plus déchirants. Je suis resté pétrifié, assis sur le lit conjugal. Les yeux rivés au sol, je me suis demandé s'il n'était pas temps de raboter ce satané plancher. Les foutus lattes usées se fendillaient et on risquait de s'enfoncer des écharpes dans la plante des pieds. J'en ai eu gros sur le cœur quand la médisance a fait son chemin dans la contrée, ou plutôt, comment dire, la médisance a gonflé sa grosse bulle autour de mon cœur. Je n'avais plus de goût aux travaux ni aux jours, j'étais devenu impatient et irritable, incapable de gérer ce qui remuait en moi. Il me semblait qu'on me regardait avec défiance. Salopard de coureur de jupons. Voilà que je lisais dans le regard en coulisses des gens du cru lorsque j'allais à la coopérative ou à l'église. Unur s'éloigna de moi. C'est vrai que ses pleurnicheries à la maison me rendaient arrogant et irascible. On eût dit qu'une bestiole s'agitait en moi, s'évertuait à imbiber le suc gastrique, l'incident suave qui était sur toutes les lèvres et que je n'avais pas eu la chance de vivre, bien qu'il me fût imputé. Je me mis à avoir envie de toi, Helga. C'est que tu étais tellement bien faite aussi. Pas étonnant qu'on s'employât à propager de tels ragots. Les fauteurs de troubles dévoilaient là leurs propres fantasmes. Chaque fois que je passais par votre ferme, à Algrimur et toi, pour vous apporter des remèdes, du vermifuge pour les bêtes ou n'importe quoi d'autre qu'un ami, voisin ou contrôleur des réserves de fourrage pouvait procurer, et que Algrimur était parti dresser des chevaux dans le fjord de l'Est et monter plus d'une pouliche, comme tu disais, seul à la ferme avec vos 2 enfants, eh bien mes pensées, elles étaient au ras des pâquerettes. Dieu sait à quel point mon âme était réduite à peu de choses, suite à la propagation de ce non-événement. J'étais plein d'amertume de me voir accusé sans avoir pu goûter à la douce et purifiante saveur du crime. Faut-il s'étonner que j'aie pensé à toi quand les hommes sont partis à la recherche des moutons sur les monts ? Au lieu de cette rumeur, te l'ai-je dit, il me sembla tomber dans le tourbillon d'un torrent. L'automne où nous sommes descendus ensemble, après les autres, le long de la ravine de Mogil, cette Igjaldur de Holf qui a commencé à bavasser sur notre compte. Ça, je le sais. Il s'est mis à colporter des nouvelles lourdes de sous-entendus. On prête à son père, Gudmundur, une phrase célèbre du temps où 2 ménages cohabitaient à Hall, avec peu de cloisons dans la ferme, ce qui fait que tout le monde dormait en vrac dans la salle commune. Gudmundur aurait dit à la femme de Bardur, un soir où elle se blottissait contre lui. « Non, mais c'est toi, Sigrudur, qui me fais du gringue dans le dos de Bardur ? Ce n'était pas, des fois, le soir où Igjaldur a été conçu par hasard ?» Quand je repense à ce temps-là, je me remémore sans honte notre histoire qui a commencé à bourgeonner à la suite de ces ragots. Peut-être suis-je devenu complètement amoral, rien d'autre qu'un suborneur éhonté. Mais je me souviens que j'avais envie de laisser épanouir tout ce qui était emprisonné en moi, et puis de le déverser sur toi. Peu à peu, la distance s'est creusée entre Unur et moi. Du reste, il n'était pas question de caresses amoureuses entre nous. Elle était toujours là, bien sûr, et s'acquittait irréprochablement de ses tâches. Elle avait un dicton pour tout. « C'est la rose la plus rouge qui fane la première au pré », disait-elle à propos de mon habitude d'envoyer d'abord les brebis les plus grosses à l'abattoir pour être transformées en viande hachée et salée à destination du marché norvégien. « Que les anges de Dieu prennent place à mon chevet » signifiait « c'est l'heure pour moi d'aller me coucher ». C'est celui qui le dit qu'il l'est, lâchait-elle lorsqu'on faisait la moindre allusion à ceux de Hall ou des fermes voisines. On avait juste le droit de ne rien dire.
Les échanges devinrent gauches entre nous. Toute sa façon d'être était désormais prévisible et machinale, comme la fileuse mécanique qu'elle actionnait à ses moments perdus, dans un cliquetis bruyant et syncopé. Elle répétait toujours la même chose à sa manière, sans passion. La ménagère avisée s'acquittait bien de son rôle. Elle se montrait en outre physionomiste, en manière de mouton, au point de discerner, une fois dans l'assiette, de quel agneau provenaient les mâchoires puisées dans la marmite. C'était en quelque sorte le fil qui nous reliait encore, même s'il comportait bien des nœuds. Le boudin de mouton pour l'hiver, elle le salait et le conservait dans du petit lait aigre, jusqu'au jour où arriva le congélateur. Elle préparait du fromage de tête ainsi que de la viande et du poisson fumé, tout cela avec le plus grand soin. Il est rare que les femmes s'occupent des cabanes où l'on fume les aliments, mais chez nous, ce n'était pas mon rayon, et je ne m'y risquais pas, sauf pour la salaison et les préparatifs que j'effectuais avec elle. Et aussi pour le lump, car je m'en chargeais entièrement de ce poisson-là. Tout ce qui n'était pas travail était à ses yeux gaspillage, éhonté du temps qui passe. Une fois nous eûmes des visiteurs, c'était Finut, surnommé le déchineur, accompagné de ses 4 fils, lesquels deviendraient, comme lui, d'excellents dénicheurs d'œufs d'oiseaux de mer, suspendus au bout d'une corde dans les falaises. Je me souviens que Fineur était à court de tabac, en rupture de stock à la coopérative. Nous allâmes à la grange et je rassemblai pour lui des feuilles séchées dont il bourra sa pipe. Il resta ensuite tout content dans la cuisine à boire son café en tirant sur sa bouffarde. C'était un vieux truc qui met en pratique l'adage. Quand les temps sont durs, faute de tabac, on fume du foin. Puis ce fut l'époque des cigarettes, commandait la coopérative. Finur ne fuma plus que cette nouveauté révolutionnaire. C'est lui, le dénicheur, qui m'apprit à fumer les commandeurs. Mais passons. Funur m'interrogea sur l'activité de la société de lecture pour laquelle j'assurais les achats de livres. On lisait en ce moment-là la saga des Sturlungar et je lui donnais une idée des débats de notre petit cercle, comme par exemple au sujet de l'incident où le héros Gissur échappe à la mort en se cachant dans un baquet de petits laits fermentés. Nous avions eu de chaudes discussions sur la question de savoir si cela avait pu effectivement se produire ou si le récit de l'incendie s'était teinté d'exagération par la suite. D'une façon ou d'une autre, ces spéculations restèrent en travers de la gorge d'une Nure, au point que chaque fois que je me rendais à une réunion de la société de lecture, c'était, selon elle, pour lire quelque chose sur Gissur dans le petit lait. Quand je grimpais à la soupente pour découvrir les livres commandés qui venaient d'arriver de la ville, elle me demandait à ma descente des nouvelles de Gissur dans le petit lait. Et ce refrain revenait à chaque fois qu'il était question de livres. Littérature et culture générale semblaient n'être pour elle qu'un luxe superflu qu'on devait avoir honte de s'offrir puisque le temps qu'on y passait était volé au travail. Plus fait de chair que d'esprit, il n'était pas porté sur les livres, ces aïeux de la vallée de Blonduladur. Tout ce qu'il voulait, c'était trimer. Elles pouvaient être gratinées, les histoires qu'on racontait sur eux. Son grand-père fut longtemps célèbre pour l'amende d'une demi-couronne qu'il infligea à sa bonne pour avoir renversé le pot de chambre, gaspillant ainsi son contenu. C'est dire si l'urine qui servait à dessuinter la laine brute était précieuse pour ces gens-là, et les rapports humains de peu de prix. Puisque j'ai abordé le sujet de Blondudalur, il y a aussi l'histoire du pain de la mère d'une Nure. Les gens trouvèrent qu'il avait mauvais goût. Quelqu'un finit même par lâcher que le pain avait tout simplement un goût de pisse, et chacun d'opiner du bonnet. La maîtresse de maison se demanda si elle avait pu se tromper de pichet au moment de faire la pâte. Elle prit un morceau, le mâchonna longuement et dit enfin « Tiens, c'est pas si mauvais que ça. » Voilà que j'ai perdu le fil, ma belle. Mais il y a une bonne raison à cela. C'est que ça me fait mal de me remémorer ce passé. Je savais bien qu'il y avait autre chose qui tarabustait une Nure et expliquait son attitude distante, attitude qui semblait ne vouloir dire qu'une chose. Je suis coupable. Je la comprenais et partageais sa souffrance. Je savais que, depuis son opération, c'était comme si le travail devait être désormais la seule justification de son existence. Elle se punissait pour un autre problème dont il lui était impossible de parler ouvertement. Elle refoulait son mal au fond d'elle, or la peine dévore le cœur, comme il est dit dans les anciens poèmes du Havanmar. Elle refusait de chercher du secours. Aucune adjuration ne parvenait à la toucher. Soit elle poussait des cris entremêlés de sanglots dans le placard, tandis que, paralysée, je restais les yeux fixés sur les lattes du plancher,
soit elle disparaissait derrière la machine à filer dont elle actionnait les bobines avec acharnement. Je peux te raconter une petite histoire en guise d'explication. Quelque temps après son retour, à la suite de l'opération, notre vache commença de présenter une inflammation des mamelles. Le lait caillait dans le pis de gauche qui enflait. Je me creusais la tête pour trouver la cause. Jusqu'au jour où j'en fus le témoin, tandis que j'accrochais à une planche les hameçons d'un bout de ligne, une nure ignorait ma présence de l'autre côté du mur de l'étable. Elle se mit à traire notre brave Hupa, selon les règles, mais au bout d'un moment, j'entendis une bordée d'injures et de malédictions. Et en y regardant de plus près, je vis qu'elle frappait du poing le pis de la vache à coups redoublés, en traitant la pauvre bête de tous les noms, parce qu'elle ne donnait pas son lait aussi vite ni d'aussi bonne grâce que le voulait la treilleuse. Je ne pus encaisser cela et manifestai ma présence en lui disant tout net ce que je pensais là, dans l'étable. Dans son désarroi, une nure heurta le seau du pied et sortit en courant avec des sanglots étouffés. J'ai été pourtant un bon mari pour elle. Ça, tu peux me croire. Je n'arrêtais pas de lui demander si elle ne voulait pas se confier sur ce qui avait eu lieu, si elle ne pouvait pas consulter des spécialistes là-bas, à Reykjavik. Mais il n'y avait rien à faire. Une heure a renoncé à moi sur le plan charnel. Toutes les caresses et attouchements devaient probablement lui rappeler son incapacité, et c'est pour cela qu'elle évitait d'attiser mon désir. La pudeur a eu raison d'elle en tant que personne. Elle me défendait de faire la moindre allusion à l'opération et d'évoquer la possibilité de retourner voir les docteurs pour tenter d'améliorer les choses. À l'évidence, cette intervention chirurgicale avait été un fiasco, mais c'était comme si elle prenait la faute des médecins pour son propre destin, préétabli de manière irrévocable, comme si c'était tout ce qu'elle méritait. Une réagissait toujours de manière identique dès que je mentionnais l'affaire. Elle commençait par aller se nicher dans la penderie pour pleurer et criait tout son soûl, puis, devenue blême comme de l'herbe sèche, elle ne disait plus mot. Enfin, la couleur revenait à ses lèvres et elle mettait en marche la machine à filer jusqu'à en faire fumer les bobines. Elle pouvait s'activer ainsi à des travaux manuels jusque tard dans la nuit. Je finis par cesser de faire allusion à tout cela par peur de ses réactions. Mais j'avais vécu assez longtemps et j'en avais vu suffisamment pour savoir que les médecins aussi peuvent commettre des erreurs. Tous les hommes font des fautes. Tous les hommes font des fautes. Sinon, ils ne seraient pas des hommes. Et puis vint ce jour de décembre où je t'ai aidé à mener les brebis au bélier. Je me suis présentée, comme convenu, avec le mâle reproducteur Curure, joyau de la race de Jokuldalur. Je me souviens que c'était la Saint-Ambroise et que mon pantalon sentait l'antigel parce que j'avais dû réparer la veille le tracteur de Gori de Stadur. Tu t'étais mise aussitôt à dire du mal de Hallgrímur qui était à fond dans les pouliches, à l'est du pays. Je compris qu'il y avait du tirage entre vous aussi. Hallgrímur laissait le poids de l'exploitation peser bien trop lourd sur tes épaules et ne te témoignait guère de tendresse quand il était là. Oui, pour tout dire, il ne valait pas grand-chose comme fermier, le Hallgrímur. En cela, il ne tenait guère de son père, le vieux Jonas, dont les exploits ne se comptaient plus, lui qui avait défriché les prés de Fauche à Alvidra, où l'herbe, disait-on, poussait plus vite et mieux que nulle part ailleurs. Bien sûr, je t'ai aidé à mener les brebis au bélier par cette courte journée d'hiver au ciel rougeoyant. Je m'efforçais toujours d'être disponible pour toi, aussi bien à titre d'ami que de contrôleur des réserves de fourrage du canton de Orga. Juché sur mon vieux tracteur Farmal, j'ai roulé tranquillement sur la piste longeant la mer, le bélier cuture dans la remorque, passant sur les graviers de Lamberard et devant les prés ras et secs, où il n'y a jamais beaucoup de neige, avant d'arriver aux falaises de Stokkarhamrar. J'ai dépassé la butte sanglante, comme on l'appelle, là où, au Moyen-Âge, un jeune homme aurait saigné à mort après s'être tranché la gorge. Parmi les pierres s'étalent des fleurs pourpres du thym arctique, et je m'y sens toujours gagné par une profonde somnolence. Je jetai un coup d'œil aux récifs des enfants, où des aigles femelles dévoraient jadis en toute quiétude les bébés sur lesquels s'étaient refermés leurs serres dans les prés des fermes, tandis que les mères hurlaient sur la grève et que le ressac empêchait tout bateau de sortir. Qui n'a entendu les pleurs déchirants de ces enfants s'élever des écueils par tant de brouillard et de vent du nord? Et puis j'ai continué mon bonhomme de chemin par devant l'abri de Feyas,
là où les hommes se mettent à bander sans raison, et où les femmes qui passent par là toutes seules ont la vulve qui s'humecte, car c'était jadis un endroit de halte où bien des enfants ont été conçus. J'ai traversé lentement ces anciens lieux de sortilège en pensant à toi. Était-ce là le point de non-retour? Ensuite, il a fallu descendre la ravine et traverser le ruisseau de Torguburn, ce filet d'eau de rien du tout qui marque depuis toujours la limite entre nos fermes. Sans ce ruisselet, Korskjudatyr aurait englobé toutes les terres jusqu'à la rivière de Vidin. La ferme d'Alvidra n'aurait jamais existé, non plus que Algrimur, car Jonas, son père, n'aurait pas vécu là, ni son père, Christine, avant lui. Il n'y aurait eu alors que moi et toi, ma belle, à la ferme de Korskjudatyr. Le vent du nord soufflait, dans le grésil et les nuages sombres pendouillaient, comme des langues des lambeaux de soleil. Un temps pareil était censé favoriser la conception d'agneaux mâles, selon une croyance qualifiée par toi de fumisterie, comme tu n'as pas manqué de me le rappeler lorsque tes brebis ont mis bas et que les agnelles étaient en bien plus grand nombre. Quand Cuture a eu fini de saillir les femelles en chaleur et s'est mis à lécher le sel dans la stalle de derrière, je me souviens que tu es venu te pencher devant moi sur la balustrade, faisant ressortir tes blancs mamelons. Je palpais les brebis pour évaluer l'épaisseur de leur chair, comme il incombe au contrôleur des provisions de fourrage. J'enfonçais les doigts dans la toison aux longs poils, tâtais le gras de la poitrine et sans trouver le moindre creux le long des côtes. Je m'attaquais ensuite au dos et palpais l'échine pour voir si les vertèbres faisaient saillie. Puis, suivant des doigts le cartilage costal, je remontais l'épine dorsale pour redescendre en frôlant les protubérances transverses. Sans me quitter des yeux, tu frottais le bout de tes seins, ces beaux cônes de pin sylvestre, contre la barre de la mangeoire. Empoignant les cuisses fournies et musclées, je les palpais jusqu'au jarret afin de m'assurer que les bêtes étaient grasses et bien nourries, écartant ainsi le moindre doute qu'elles ne puissent passer l'hiver. À ce moment, penché en avant de telle sorte qu'on voyait juste un de tes seins, tu as dit tout calmement que j'étais un expert palpeur. Tu m'as demandé si je savais m'y prendre avec autant de douceur avec les femmes. Eh bien, ai-je répondu, tu m'as l'air bien en chair, toi aussi, à ce que je vois. Et avant même de m'en rendre compte, j'avais tendu la main pour rire vers ton sein. Mais alors que j'ébauchais le geste par simple jeu, tu l'as dénudé, ton sein lourd et gonflé, en m'enjoignant de vérifier, comme si tu prenais la chose avec le plus grand sérieux. Je vis la rougeur envahir tes joues. Ce n'était pas la honte, mais le désir pur et simple. C'était la chaleur du désir. N'ai-je pas raison, ma belle? De voir cette partie nue de ton corps, je fus toi, car cela faisait longtemps que je n'avais contemplé de formes aussi belles, aussi regorgeantes de vie. Tes mots eurent pour effet que le désir s'empara de moi avec une telle force qu'il me fallut sortir pour me rafraîchir au vent du nord, et que j'errais dehors comme un vieux bélier arraché à sa brebis dans le feu de l'action. Mais j'ai tenu bon. Dieu sait à quel point ce fut dur. Lorsque vint l'été, j'allais me rafraîchir dans le petit cours d'eau derrière la ferme. Je me déshabillai entièrement et tâchai d'éteindre dans l'eau glacée le feu qui me brûlait. J'ai composé un quatrain que je n'ai montré à personne sauf à toi maintenant, puisque c'est toi qui me l'as inspiré. Quand elle aimait, les cimes résonnaient, elle lavait ses cheveux de soie dans les sources des montagnes. Mais ces bains glacés ne produisaient que l'effet inverse. Je ne reprenais mes esprits qu'après m'être masturbée comme un forcené, ce dont j'avais honte ensuite car j'avais toujours l'impression d'être observée, de faire quelque chose de mal. Pourquoi avoir de telles pensées? Beaucoup plus tard, je me suis rendu compte que les gens cachés dont je sentais la présence étaient évidemment ces êtres surnaturels qui hantent la falaise de Folkamar, surplombant le ruisseau. Ça doit les amuser de voir notre misérable espèce se branler. On leur fait sans doute pitié, esclaves que nous sommes du désir. Je compris que je ne réussirais jamais à me libérer de ton emprise, que j'aurais soif de toi jusqu'à mon dernier souffle. Je me fiche pas mal d'écrire cela à Helga. Je ne suis qu'un vieillard qui n'a plus rien à perdre. Bientôt s'éteindra la dernière flamme, et ma bouche béante se remplira de terre brune. Continuerai-je alors de te désirer?
Qui sait si je ne reviendrai sous la forme d'un fantôme lubrique, le dard en avant, à l'affût d'une occasion? Tu mis à vif en moi une attirance qui ne fit que s'exacerber et qui pouvait se transformer en brasier à tout moment, sous le moindre prétexte. Si je voyais une bosse de terrain rebondie ou une meule bien ronde, leurs courbes se confondaient dans ma tête avec les tiennes, si bien que ce n'était plus le monde extérieur que je percevais, mais toi seul dans toutes les manifestations de ce monde. Quand je voyais un agneau téter goulûment sa mère, je m'identifiais à lui. Que dit déjà le vieux poème? Agneau courut sur la route, nulle part ne vit sa maman, poussa alors des bêlements. Il n'y a sûrement que moi par ici qui sache où se trouvent les mamelons d'Elga, et, à ma mort, j'emporterai ce lieu-dit dans la tombe. Ces éminences sur le versant sud de la butte de Gonkucleif sont comme le moulage terrestre de tes seins, en plus grand bien sûr, mais leur forme, cette pente douce en dessus et le renflement abrupt en dessous, a dû être modelée sur ta gorge avec les mains mêmes du Créateur, par les mains mêmes du Créateur. Combien de fois ne me suis-je couché là, sur les mamelons d'Elga, dans la brise solaire de sud-ouest, la tête entre tes seins, avec l'impression d'être au creux de tes bras. En même temps, mon esprit t'imaginait chevauchant nu un cheval noir, et je voyais tes seins balloter au ralenti, au rythme du trot. Ou encore tu te tenais, telle l'ogresse Gjalp de Hedda de Snorri, au pied de chaque côté de la rivière, dont les eaux enflaient tellement que je m'y baignais, insouciant, sous le jet chaud et odorant qui giclait de toi. Et je restais étendu là, moi, l'homme que tous les habitants du canton tenaient pour être ton suborneur, ce qui engendrait malgré moi une telle pression, que je te désirais toujours davantage. Pourtant, je persistais à tenir bon. Je me souviens qu'il y eut une période de grand mauvais temps, avec un vent du nord continuel et un froid épouvantable, au point que je ne pus sortir en mer pour me rendre au fond du fjord avec le fromage blanc de skyr préparé par une nure. À la première embellie, je pris la mer avec tous les bacs remplis de skyr gelé. Voilà-t-il pas qu'une tempête du sud-ouest se lève et me heurte de plein fouet, en voyant des paquets de mer dans le bateau. C'était peu après que j'eusse rehaussé le bordage de la barque, muni par mes soins d'un petit moteur Gotha, ce qui m'empêcha de couler. Sinon, j'aurais disparu dans les profondeurs ce jour-là. J'écopais comme s'il y allait de ma vie, tout en maintenant le cap au vent et luttais ainsi, pied à pied, des heures durant avant de pénétrer dans le fjord. Je me souviens de mon sentiment d'abord, oui, je peux bien te le dire maintenant, je me foutais pas mal de m'en aller par le fond, mais je trouvais saumâtre qu'on n'ait jamais pu faire l'amour. C'était le seul breuvage de cette vie terrestre où je regrettais de n'avoir trempé mes lèvres. Peut-être en était-il ainsi que l'attirance sans cesse refoulée dans le cœur d'un homme éclate au grand jour face à la mort. Toujours en vie, le désir ne fit que s'exaspérer chaque fois que je contemplais votre ferme de l'autre côté. Sur l'annonce qu'il accrocha à la coopérative, Jens, le vieux boutiquier, écrivit « Skyr fondu de Kolskurdatir » au lieu de « Skyr frais », faute qui prêta à sourire dans les chaumières. Voilà, je vous arrête là. La suite est juste magnifique.